Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, cette semaine, nous commencerons cette émission avec l'image de la semaine. Le 8 mars, journée de la femme, des militantes féministes hostiles à l'immigration extra-européenne ont été attaquées par des antifas dans la grande manifestation parisienne. Pascal Praud menacé de mort pour avoir critiqué la religion d'amour et de paix. Le présentateur de l'heure des pros sur CNews a été visé par des paroles violentes prononcées par un rappeur dans une de ses chansons. Et les mois médiatiques auraient pu être plus importants. Des médias qui croient que tous les harceleurs de rue sont des Européens, Boris Johnson qui s'attaque à la BBC en voulant réformer la redevance. Nous reviendrons dans cette émission sur quelques faits marquants de l'actualité médiatique de la semaine. Coronavirus vers un scénario à l'italienne. Les médias font leur gorge chaude du coronavirus. Malgré la gravité croissante de la pandémie, les médias restent rassurants et s'abstiennent toujours de critiquer le gouvernement français. Et comme à chaque émission, on commence par l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle des manifestantes du collectif Némésis, des féministes opposées à l'immigration, qui se sont fait attaquer lors de la manifestation parisienne. Oui, alors les féministes de Némésis, ce sont des féministes identitaires qui considèrent que l'un des problèmes principaux des femmes, et particulièrement des jeunes femmes, ce sont les agressions ou les comportements inadaptés de beaucoup de gens qui viennent des milieux de l'immigration et qui n'ont pas tout simplement les codes culturels européens. Et ça, c'est un phénomène que les féministes officielles nient et ne veulent absolument pas voir. Et ces jeunes femmes, très courageusement, ont participé à la manifestation officielle avec leurs slogans et leurs banderoles. Et évidemment, elles ont été prises à partie par les antifas, mais là aussi, elles ont résisté tout à fait courageusement. C'est vraiment très bien, donc je pense que ça peut être intéressant effectivement pour nos amis qui nous suivent d'aller voir sur les réseaux sociaux ce que fait le collectif Némésis. À noter, Jean-Yves, que le traitement médiatique a quand même été évidemment en mineur absolu. On a Braise Info qui en a parlé, le Média pour tous, encore RT ou Valeurs Actuelles et TV Liberté, bien entendu. Mais sinon, c'est un peu le silence quand même. Sinon, c'est le silence, alors que la moindre manifestation de Femmes a toujours une répercussion énorme, même si elles sont pas plus nombreuses que n'étaient ces jeunes femmes de Némésis. Mais on est habitué aux deux poids, deux mesures. C'est toujours pareil. La pire des désinformations, la pire des mésinformations, c'est la mésinformation par occultation. On y a eu droit, là encore, mais heureusement, il y a les médias alternatifs quand même qui permettent de faire connaître des choses. Passons au premier sujet. Pascal Praud menacé de mort pour avoir critiqué la religion d'amour et de paix. Le rappeur Sneezy a récemment sorti son dernier album et, sur cet album, un titre intitulé « Zéro détail » a été immédiatement pointé du doigt par certains internautes. Les paroles sont les suivantes. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Je suis musulman et je suis fier de l'être. On va jamais me traîner dans la boue. Et voici la réaction de Pascal Praud sur CNews. Une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche, ont-ils écrit. Alors, j'en ai été extrêmement étonné, puisque nous avons des débats autour de la table, parfois contradictoires, souvent. Et c'est des débats que nous avons eus sur l'islam, puisque
C'est cela qui est en jeu, selon eux. Alors, c'est une méthode de discussion effectivement assez expéditive qu'ils me proposaient là. La phrase est très courte, mais elle dit deux choses. D'abord, on menace de mort, la balle dans le cervelet, bon, c'est quand même un peu violent. Et deuxièmement, la phrase d'après est presque aussi grave d'un certain point de vue, parce qu'il dit « je suis musulman et je suis fier de l'être », bon, pourquoi pas, on va pas me traîner dans la boue. Mais ce qu'il entend par « on va pas me traîner dans la boue », ça veut dire l'interdiction totale de toute critique de l'islam. Alors que dans les émissions de pro, il y a des points de vue contradictoires qui s'expriment, mais y compris des points de vue critiques. Et c'est ça qu'ils veulent interdire. C'est ça qu'ils veulent interdire. C'est la même logique, on peut prendre ça à la légère, c'est de la poésie, bien sûr, c'est la même logique que l'attentat contre Charlie Hebdo. Là, c'est virtuel, mais c'est la même logique. Alors, justement, sur cette critique de l'islam qui est interdite, on va écouter Elisabeth Lévy. Alors, pour le coup, il n'y a pas que l'islam, c'est-à-dire que ça va dans un contexte général où aujourd'hui, Madame Agazaski ne peut pas aller s'exprimer à Bordeaux sur la PMA, Geoffroy Lejeune n'a pas pu s'exprimer à Sciences Po Lille, etc. Donc c'est un climat de radicalité qui existe. Il y a des gens en France qui ne veulent pas qu'on parle de certains sujets. Oui, mais sur l'islam, vous êtes menacés de mort. Il faut quand même le dire. Les féministes peuvent vous agonir d'injures, elles ne vous menacent pas encore de mort. Il faut réagir. Bah écoutez, c'est la discussion. La réflexion est en cours. Bon. On va marquer une page de publicité. C'est très bien dit. Il y a une intolérance croissante, et non pas une radicalité croissante. Ça, c'est une intolérance croissante pour tout ce qui n'est pas complètement politiquement correct. Avec l'islam, ça franchit à une étape de plus, parce que si vous n'êtes pas islamo-correct, on vous menace maintenant de mort, quoi. Voilà. Donc c'est une étape de plus. Et Elisabeth Lévy dit les choses de manière tellement évidente que personne n'ose répliquer, ou n'a la force de répliquer, ou la possibilité de répliquer, et donc Pro dit, on passe à la pub. Et voilà. Effectivement, Gérard Leclerc, il est un peu penaud. Gérard Leclerc, il faut garder la tête de Gérard Leclerc, c'est un plaisir. Lui qui a toujours un avis sur tout, là, il est obligé de dire qu'elle a raison. Ça lui plaît pas, là, il est pas à l'aise, là, le pauvre chat. Alors, évidemment, ces menaces de mort ont donc provoqué une levée de boucliers. D'abord, des hommes politiques de droite, comme par exemple Jean Messia ou Bruno Retailleau, qui parlent d'une insupportable dérive d'une société de plus en plus violente. Du côté des journalistes également, on a Philippe Corbet de RTL qui a écrit sur Twitter « Menacé de mort, un journaliste, c'est s'attaquer à la liberté de la presse et donc à la démocratie ». Pierre Ménès, qui était nommé trouillard d'or par le Forum de la dissidence de cette année, eh bien, apporte tout son soutien à Pascal Praud. Il essaye de se rattraper. Il a eu vent de la récompense. Il veut éviter d'être renommé l'année prochaine, voilà. C'est bien. On a également Clément Veil-Rénal et aussi Jean-Michel Apathy qui parle de propos inacceptables et d'intimidation qui doivent être combattus. Donc Jean-Yves, l'indignation semble être totale. Bah, pas totale du tout, pas totale du tout, comme le souligne Rioufol. En fait, ça se fait quand même, il n'y a pas eu de tollé. Oui. Il y a eu quelques personnes qui sont exprimées sur les réseaux sociaux pour dire, y compris Apathy, bon, bravo pour Apathy, on peut lui donner un coup de chapeau pour une fois, hein, mais il n'y a pas de tollé, alors que il est évident que venant d'autres milieux, visant d'autres personnes, d'autres milieux que les musulmans, visant d'autres personnes que pro, là, il y aurait eu un tollé général. Oui, c'est sûr que ça avait été des cathos tradis qui avaient menacé de mort Rutel Krief. Je pense que là... Ça serait moins bien passé, à mon avis. Je leur déconseille. Hein. Je leur déconseille tout à fait. Alors, ce que souligne Rioufol, et qui est quand même tout à fait essentiel, c'est que qui promeut ce rappeur, c'est le service public. C'est Move, qui est une des radios de Radio France. Alors Madame Sybille Veil, elle pourrait se bouger un petit peu là, parce que c'est promu. Non seulement, bon, c'est des paroles, on va dire, pour le moins condamnables. C'est quand même un appel au meurtre. Enfin, en tout cas, une apologie du meurtre. Une apologie du meurtre ou une évocation du meurtre. Bon, mais c'est promu par le service public. Ouais. Promu par le service public. Alors dans le détail, on avait d'abord un article sur le site du Move qui évoquait ce nouveau clip et ce titre en particulier, qui a depuis été supprimé de la page internet move.fr. Et on a également une photo quelques heures avant le scandale
du rappeur dans les locaux de Move qui trônent fièrement. Donc effectivement, bon, c'est... Mais Move, c'est d'ailleurs une responsabilité plus globale, puisque c'est la radio, encore une fois, de service public, payée par vous, chers amis contribuables. N'oubliez pas d'aider TV Liberté par ailleurs. Oui. Qui ont promu le rap, qui ont promu la culture racaille depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que s'il y a une invasion de toutes ces musiques ou pseudo-musiques depuis 5-6 ans, c'est une volonté politique du service public radiophonique payé par le contribuable. C'est ça qui est le plus énorme, on peut dire, le plus scandaleux, le plus inadmissible. Et ce qui était assez scandaleux aussi, peut-être, Jean-Yves, c'était les excuses du rappeur Sneezy qui a affirmé que ces couplets sortis de leur contexte ont été mal compris. Il n'a pas voulu attiser la haine, dit-il. Ah, mais ça, c'est le coup classique. Nick Conrad l'avait fait. Bon, maintenant, ils ont la recette. Ils utilisent la recette, quoi. Voilà. Jusqu'au jour où il y aura quand même un abruti qui ira faire à Pascal Praud ce qu'on recommande de faire dans la chanson, si on peut dire, recommandée par le service public de Madame Sybille Veil. Passons à la revue de presse. Et nous allons commencer cette revue de presse, et je me tourne vers vous, Jean-Yves, avec un drôle de Normand, selon Paris Normandie, qui titre « Un Normand condamné à 15 ans de réclusion pour le viol punitif d'une jeune lesbienne ». Oui, alors, le Normand, en fait, c'est un délinquant tunisien, un jeune délinquant tunisien. Je ne sais pas s'il est rentré clandestinement ou pas, c'est pas clair, probablement. Voilà, alors ça, c'est un Normand, voilà. Mais il descend pas des Vikings, lui. Non, ça c'est clair Voilà. que c'est pas exactement la lignée n'est pas la même. Ouais, il s'est passé quelque chose entre l'arrivée de Rollon et... Les Vikings et étaient ce qui arrivés arrive par maintenant. bateau aussi, hein, ceci Oui, étant oui, dit. par bateau et par le nord, plutôt. Mais c'était les Européens, Ouais, tout voilà. simplement. Autre actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves, c'est ce clip contre le harcèlement de rue publié par Stand Up France, donc une association, et qui a été repris par de nombreux acteurs, comme par exemple L'Oréal, qui a repris ce clip, où l'on voit des jeunes femmes victimes de harceleurs. Voilà, alors les jeunes femmes victimes de harceleurs, on le voit d'ailleurs sur la photo, ce sont des jeunes femmes noires ou blanches, mais de harceleurs blancs. Tous, oui, effectivement. Or, tous ceux qui ont à traiter ou qui ont regardé les statistiques et les faits de harcèlement, notamment dans le métro, comme on le voit sur cette photo, c'est dans l'immense majorité des cas des harceleurs noirs. En tout cas, Alors, dans les cas qui sont rendus publics sur les réseaux sociaux, effectivement, on peut voir qu'il y a une grosse surreprésentation. Au niveau des poursuites, au niveau des lieux, des endroits, il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que la proportion n'est pas exactement conforme à ce qu'elle devrait être. Bon, alors... Peut-être que le clip aurait pu prendre différents cas de figure, mais non, il n'a pris qu'un cas de figure, bien sûr. Le cas de figure du blanc qui harcèle, bon, parce qu'il s'agit évidemment de culpabiliser le blanc et que le féminisme tel qu'il s'exprime ici, contrairement à ce qu'ont fait les jeunes femmes féministes qu'on a citées au début d'émission, de Némésis, c'est un féminisme qui est au service du racisme anti-blanc. Alors là encore, ce qui est le plus grave, d'abord, il y a le relais par un certain nombre de grands comptes financiers comme L'Oréal. On n'est pas obligé d'acheter des produits L'Oréal au demeurant. Mais aussi, et c'est encore plus grave, et là on retrouve le service public, puisque sur France 2, animé par monsieur Delahousse, on a intégré dans son JT, donc quand même l'émission la plus regardée de France 2, du service public télévisuel, il a intégré, comme si c'était... au fond, un reportage, cette séquence de propagande. C'est un petit film de propagande. Mensonger en plus, déformant la réalité et qu'on présente comme étant la réalité. C'est-à-dire la fiction est présentée comme la réalité. C'est Plus belle la vie, là, en l'occurrence. Ouais. Sauf que Plus belle la vie, on présente ça quand même comme une fiction. Or là, c'est dans le journal d'actualité. Ouais, effectivement. C'était pour illustrer un reportage sur le harcèlement de rue. C'est vrai que c'est une séquence de propagande. Oui. Voilà. Mais la propagande, elle est financée par les contribuables, bien sûr. Alors, Le Monde a publié un article cette semaine, Jean-Yves, sur les chaînes d'infos en continu des intervenants très à droite et omniprésents. Et on a l'impression qu'il y a une hégémonie totale intellectuelle de droite dans le débat public, a priori.
Oui, alors, en fait, ce qu'il juge intolérable, c'est qu'il y ait des gens de droite qui s'expriment d'ailleurs, pardon de le dire, mais dans des médias qui sont encore des médias, c'est pas des médias alternatifs, mais c'est des médias périphériques, des petits médias. C'est-à-dire que Sud Radio, Valeurs Actuelles, CNews, c'est très bien, mais ça n'a pas du tout la même audience que France 2 ou TF1 ou les JT. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est pas que ces gens-là soient trop présents dans ces médias-là, c'est qu'ils ne soient pas présents dans les grands médias. C'est ça le vrai problème en termes de... Par ailleurs, c'est pas une surreprésentation. C'est pas une surreprésentation de surcroît. Mais bon. Parce qu'il faut quand même rappeler aux journalistes qui a écrit ce papier que 50% des Français environ sont de droite, en fait. Donc, ils ont le droit, eux aussi, d'être représentés dans les médias. Ils devraient avoir voilà. le droit. Mais c'est un papier d'intimidation. C'est un papier d'intimidation. Alors, qui est écrit par qui ? Par un journaliste qui s'appelle Truong, qui est le responsable de la page Idées du Monde. On voit l'ouverture d'esprit. On voit l'ouverture d'esprit du personnage. Et qui a coproduit un certain nombre de travaux avec Alain Badiou, qui est présenté comme un philosophe, marxiste, bon, enfin c'est son droit, et qui est un homme qui avait montré une très grande admiration pour les Khmers rouges. Donc on voit l'esprit qui règne au monde, et on voit que ce qui voudraient faire régner dans les médias, c'est l'esprit des Khmers rouges finalement. C'est-à-dire quand même un terrible génocide. Ah bah là, il n'y a pas de place pour les gens de droite dans les médias des Khmers rouges, ça c'est sûr. Non, plutôt, dans les camps, oui. Dans les camps, oui, absolument. C'est peut-être ça le projet finalement. Autre actualité médiatique, c'est ce journaliste de la Provence qui, sur Twitter, sur Facebook, a insulté Valérie Boyer, voilà, tout simplement en disant « quelle conne ». Donc elle s'est dit, elle a alpagué la rédaction sur Twitter en demandant non pas la neutralité, mais au moins une forme de respect. Oui, faut pas en demander trop à la Provence, qui s'était quand même illustrée par le floutage du sénateur Ravier sur la photo d'une manifestation officielle. Ça leur a valu une nomination au Bobard d'Or. Ils n'ont pas été sélectionnés mais jusqu'au bout, mais enfin quand même. J'aimais beaucoup ce Bobard. Moi j'aimais beaucoup ce Bobard, mais voilà, il n'a pas été... il n'a pas eu le résultat qu'il méritait. Et par ailleurs, le responsable du floutage n'a pas été condamné outre mesure par la Provence. Non, pas du tout. On rappelle que le directeur de rédaction de la Provence, c'est François-Olivier Gisbert, je crois. Oui, donc, très juste, voilà. Très juste. Alors, autre actualité médiatique, c'était le meeting des municipales à Paris organisé par la candidate Rachida Dati. Et notamment la présence de Nicolas Sarkozy. Et les médias se sont donc empressés d'y voir un retour de la droite. Et on va le voir, c'est un retour qui plaît à de nombreux observateurs, y compris ce chroniqueur des grandes gueules. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a besoin d'avoir une opposition dans ce pays autre que les partis extrémistes. Donc il est important que la droite républicaine, que la gauche républicaine, effectivement, se recrée et que l'on ait enfin une vie politique qui ne soit plus juste bipolaire entre le parti République En Marche et le Rassemblement National, quoi. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on voit pourquoi Dati est totalement promue dans les médias, alors que dans les débats, elle est rarement au niveau. D'ailleurs, elle n'a pas été au niveau quand elle était ministre de la Justice, qu'elle a des casseroles, mais c'est une batterie de cuisine, quoi. L'Azerbaïdjan, le Maroc, Renault, Total, enfin. Mais elle est protégée, elle est immunisée contre le virus des affaires, si je puis dire, et elle est sanctuarisée, sanctifiée. Eh bien, la raison, c'est ça, c'est qu'il faut essayer de recréer quelque chose qui évite l'opposition que le Rassemblement national cesse d'apparaître comme la principale forme d'opposition. Donc il y a une manœuvre politique derrière. Voilà. Et merci à cet intervenant des grandes gueules de nous le dire de nous l'expliquer finalement de manière aussi claire. Merci. Alors, autre explication très claire, c'est celle que nous propose Rémi Gaillard, qui est le fameux humoriste candidat au municipal à Montpellier en indépendant, qui est crédité de 9% des intentions de vote à l'heure actuelle, et qui a mis France 3 Région, qui a organisé un débat télévisé face à ses contradictions et face à ses responsabilités et sa manipulation. On va le voir tout de suite. Donc je suis Rémi Gaillard, candidat au municipal et sondé à 9%, quatrième candidat pour l'instant. Et j'ai appris qu'il y avait un débat
dans vos locaux, Ouais. le seul débat télévisé avant le premier tour. Et je voulais savoir Ouais. à quelle heure je dois me présenter demain, puisque c'est demain l'enregistrement. Et ben demain, pour l'instant, vous n'êtes pas invité. Pourquoi? Et ben qu'en tant que journaliste, on fait des choix qui sont difficiles, mais que l'on fait, que l'on assume pour l'instant. Donc Voilà, c'est tout. vous appliquez en réalité votre équité, puisque je ne suis pas invité et d'autres d'ailleurs ne le sont pas non plus. Absolument, c'est le choix est laissé totalement aux rédactions. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. C'est reste encore un acte journalistique que l'on définit, que l'on assume, que l'on peut très bien se voir reprocher par le CSA à l'issue des élections. Enfin, on est totalement dans la cohérence là-dessus. C'est formidable. C'est une affirmation de l'arbitraire journalistique à l'état pur. Nous choisissons de quel candidat nous parlons. Et donc, nous créons le match. Puisque les électeurs, ils participent un peu, ils n'en sont pas toujours conscients, mais ils participent à un match. Ils veulent choisir le vainqueur. Et donc, ils votent pour les gens dont on leur dit qu'ils sont dans la course. À Paris, on leur dit que dans la course, il y a Dati, il y a Buzyn, il y a Hidalgo, donc ils vont choisir entre ces trois-là. Encore qu'à Paris, il y a eu des débats où il y avait à peu près tout le monde. Donc, bon, ça, là-dessus, ça allait. Mais ce qu'on voit sur Montpellier, où l'arbitraire consistant à éliminer un candidat qui est le quatrième qui est pourtant bien dans les placé, sondages, hein. on a vu exactement la même chose la semaine dernière à Lyon, où l'arbitraire visait cette fois Agnès la Marion. candidate du Rassemblement national, Agnès Marion. Ce n'est justifié ni dans un cas, ni dans un autre. Si on organise un débat, on organise un débat entre tous les candidats, ou en tout cas tous les principaux candidats, en prenant en compte leur représentativité, telle qu'on peut l'analyser par les élections antérieures, les élections nationales et par les sondages éventuellement. Sinon, on est dans l'arbitraire total et on fausse l'élection. D'ailleurs, il assume que l'élection peut être faussée, parce que je reprends l'argument que j'ai utilisé la semaine dernière. Si ce candidat est éliminé à quelques voix près, il pourra parfaitement faire valoir que c'est la décision de France 3 qui l'a fait éliminer, et il faudra refaire l'élection. Ouais. C'est incroyable. Mais ils assument, c'est notre arbitraire, nous décidons. Voilà. Bah, c'est un aveu clair et net. Hein, Ah oui, donc, au oui, moins, merci à Rémi Gaillard de nous le prouver. C'est très éclairant. Alors, pour finir cette revue de presse, Jean-Yves, on file en Angleterre, où Boris Johnson a déclaré la guerre à la BBC, mais de manière assez subtile, puisqu'il a proposé d'en finir avec la redevance et de passer à un abonnement. Voilà, voilà une très bonne idée qu'on pourrait d'ailleurs appliquer en France pour Radio France et pour France Télévisions, dont on a vu à quel point, au cours de cette émission, à quel point ils sont malhonnêtes et nocifs. Donc, Voilà. En finir avec la redevance, ça veut dire que seuls ceux qui souhaitent regarder, enfin, seuls ceux qui s'abonneront à la BBC pourront la regarder, mais du coup, ça va faire une baisse des dépenses extraordinaire. Ben oui, comme ça, ça permettra à des gens de respecter un peu mieux leur auditorat. Voilà. Ouais. Et je pense qu'il faudrait faire la même chose en France, parce qu'il n'y a pas de raison que la redevance finance le rap, il n'y a pas de raison que la redevance finance certains candidats plutôt que d'autres. Voilà, et j'en passe. Voilà. Oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres cas où effectivement une solution. Il n'y a pas de raison que la redevance finance à 1 heure de grande écoute le passage d'une vidéo de propagande. Ouais. Vous voyez, rien que sur cette émission, on les a pris en défaut majeur 3 fois. Ouais. Et encore, on n'a pas tout pris. Non, on Sinon, aurait pu en faire beaucoup plus. l'émission durerait 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc voilà. Ouais, non, 3 fois. Ouais. Sur 3 sujets différents. Sur 3 chaînes différentes. Bon, Formidable, hein. Une solution à l'anglaise, ça ferait du bien. c'est Le vrai. sans faute, une solution à l'anglaise. Eh bien, puisqu'on parlait d'Angleterre et de solution à l'anglaise, on va passer au coronavirus. Pour Et aller en Italie. Pour aller en Italie et le fameux scénario à l'italienne redouté en France. Alors cela n'aura échappé à personne, le système hospitalier italien est en grande tension, en voie quasiment d'effondrement, selon les mots de certains soignants italiens. Bien, le gouvernement a décidé d'une solution assez forte, voire même jamais vue, la mise en quarantaine, en confinement de l'ensemble du pays. Rome désertée. D'ordinaire, cette place, l'une des plus célèbres de la ville, est envahie de touristes. Plus de voitures dans les rues
Et sur les trottoirs, quelques rares passants. Depuis hier, l'Italie est en confinement général. La population a pour ordre de rester chez elle. Les Italiens ne sont autorisés à sortir que pour aller au travail, chez le médecin ou faire leurs courses. Je vais tenir un commentaire un peu provocateur, mais ça donne presque envie d'aller à Rome, parce que là, ça doit être très beau. Ah bah là, c'est jamais vu. Tout est fermé, c'est vrai. Oui, après, là, vous n'avez plus rien du tout qui est ouvert. Donc, non, là, c'est pas le moment. Ça reste très beau. Oui, ça reste très beau. Ça reste magnifique. Alors, en France, certains médias s'interrogent. Un scénario à l'italienne est-il possible? On a par exemple La Tribune qui publie un article sur le sujet qui est considéré comme exhaustif par Google Actualité, c'est-à-dire que c'est l'un des articles les plus complets sur la question. Sauf que quand on rentre dans l'article, on se rend compte qu'il est extrêmement vide et qu'il n'évoque il ne répond pas à la question posée, tout simplement. On y lit que l'exécutif prépare les esprits à une accélération de l'épidémie, excluant pour l'instant des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie. Donc, pas de réponse claire. Libé fait à peine mieux dans son article « La France espère éviter le scénario à l'italienne ». Eh bien, on y apprend qu'en France, la gestion du coronavirus a éloigné le risque d'un scénario à l'italienne. Les efforts pour repérer les personnes infectées ont considérablement entravé la circulation du coronavirus. Touchée en même temps que l'Italie, la France compte aujourd'hui moins de malades, estime Libération. Pour les autorités sanitaires, ce temps gagné sur l'épidémie est précieux. Donc, Je crois qu'il y a beaucoup d'approximations dans cet article. Et il y a même carrément des erreurs. D'abord, première erreur, dire que la France a été touchée en même temps que l'Italie et qu'elle compte aujourd'hui moins de malades. C'est vrai que la France compte aujourd'hui moins de malades recensés, mais pour une raison, mais elle a été touchée par l'Italie avec 7 à 9 jours de décalage. Quand on regarde les courbes de démarrage de l'épidémie en France et en Italie, il y a 7 à 9 jours de décalage. D'ailleurs, la première fois qu'on a vu l'épidémie arriver au bord de la France, c'est avant l'affaire de l'Oise, c'est par la frontière italienne. Donc ça, c'est une première erreur. Premier mensonge, quasiment mensonge, parce que c'est pas possible de faire une erreur comme ça. Premier mensonge. La deuxième chose, c'est de dire on a pris des mesures. En fait, non, parce que pour le moment, le gouvernement a pris pratiquement très peu de mesures, à part des confinements très partiels. Et surtout, il est en défaut sur beaucoup de choses en termes de prévision. En termes de prévision pour les masques, en termes de prévision pour les moyens de dépistage. C'est sûr que comme on dépiste pas tout le monde, on ne trouve pas tous les malades existants réellement. Il est en défaut pour les respirateurs. Il aurait pu prévoir, anticiper et fournir aux hôpitaux un certain nombre de respirateurs artificiels avant d'attendre la crise sanitaire qui risque d'arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il est en défaut de prévision sur beaucoup de choses. Et là, les journalistes, ils sont pas très regardants. C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que quand on a les témoignages italiens, normalement, ça aurait dû amener le gouvernement à s'inquiéter un peu. On va écouter un expert sur BFM, un expert médical, qui parle tout simplement d'une médecine de guerre en Italie. Et donc là, il y a un problème majeur, c'est que quand vous n'avez plus de respirateurs, quand il n'y a plus assez d'anesthésistes réanimateurs, que fait-on? Et c'est le problème là, ça veut dire qu'on va sélectionner, c'est terrible à dire, pour un médecin c'est redoutable, sélectionner les patients, c'est impensable. Et donc le gouvernement italien a dit on va produire des respirateurs, on va s'organiser, mais il y a un délai qui va se faire. Donc là, il y a un vrai problème aigu, on est quasiment en médecine de guerre. On va avoir exactement le même problème en France. Or ça, on le savait depuis que l'épidémie s'est développée en Chine. Il y a à peu près 2 mois, avant même l'Italie. Ça a quand même passé en Chine. On pouvait se douter un peu, mais gouverner, c'est prévoir. À partir du moment où il y avait un risque que l'épidémie arrive, et on l'a su quand même très vite parce qu'on est dans une situation de mondialisation, il fallait anticiper. Ils n'ont rigoureusement rien anticipé. La médecine de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on choisit de sauver certains en en sacrifiant d'autres, souvent en prenant comme critère, ce qui est assez justifié d'ailleurs, l'espérance de vie. Selon l'âge de la personne ou l'état de santé général de la personne. C'est ça, là, ce qu'on veut dire par la médecine de guerre. C'est évidemment pas dans les habitudes actuelles où on essaye de sauver tout le monde le plus longtemps possible. Et c'est ce que chacun souhaite pour ses proches. Alors, pour finir, hier soir, mercredi soir, avait lieu sur LCI l'émission La Grande Confrontation, animée par David Pujadas. Et on a pu entendre le professeur Côme qui a parlé de ce scénario à l'italienne.
Donc on est en première ligne sur le virus et on commence à en percevoir les effets et on est persuadés tous qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. Alors le professeur Combe, là, qui a un propos très, très nuancé, c'est la plus grande autorité dans ce domaine, puisqu'il dirige le service d'infectiologie de la Pitié-Salpêtrière, qui est la référence dans ces domaines-là. Bon, il tient des propos assez nuancés. Néanmoins, il dit on va suivre la situation à l'italienne et le gouvernement n'a pas fait tout à fait tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Et quand il dit on suit la situation italienne, c'est relativement établi. Bon, d'abord, il part en tant qu'épidémiologue, mais c'est relativement établi par les courbes, puisqu'on voit que la courbe française, comme la courbe allemande ou comme la courbe suisse, suivent avec décalage la courbe italienne, c'est-à-dire la progression exponentielle des cas de contamination. Alors il y a une différence d'ailleurs dans les courbes. Ce sont les pays asiatiques qui ne suivent pas ces courbes-là, notamment le Japon ou la Corée du Sud, peut-être la Chine, mais c'est plus compliqué. Et il y a probablement là des raisons, peut-être des raisons génétiques, mais plus probablement des raisons culturelles, puisque ce sont des pays où il y a davantage de distance, où on porte le masque, par exemple, beaucoup plus facilement, et où il y a moins d'échanges corporels directs. Là, c'est une question de culture, ce qui d'ailleurs nous pose un problème, parce que pour se prémunir et prémunir l'ensemble de la population de ce virus, on est un peu obligé d'avoir des comportements un peu contraires à notre culture, contraires aux règles de courtoisie. Moi, je suis très gêné de ne pas serrer les mains. Bon, maintenant, je les serre moins parce que les circonstances le font. Mais voilà. Et donc, on voit la différence entre les pays européens d'un côté et les pays asiatiques, de culture asiatique de l'autre. Et c'est d'ailleurs. Mais on va suivre les Italiens. Il n'y a pas tellement de raison de ne pas suivre les Italiens, car on est assez proche d'eux. Oui, on est à 9 jours environ en derrière, mais en fait peut-être culturellement, on est assez proche. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, là où les pays asiatiques comme la Corée du Sud ont réussi à contenir l'épidémie avec des mesures de distanciation sociale extrêmement fortes, mais sans quarantaine, parce qu'il y a une logique aussi un peu ce sont des bons soldats, peut-être que quand le gouvernement dit quelque chose, voilà, ils le font. Mais en France ou en Italie, il n'y a qu'une seule solution si on veut enrayer l'épidémie. À l'heure actuelle, mais ça se trouve, on en trouvera des ressources en nous qui permettront de faire différemment, mais c'est le confinement généralisé. Et c'est ce qu'a choisi le gouvernement italien en désespoir de cause face à l'écroulement du système hospitalier. Et oui, il n'y a que cette solution-là et qui va peut-être être prise dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, on n'en sait rien, mais il faut savoir que nous, on enregistre cette émission. Emmanuel Macron n'a pas encore parlé jeudi soir. Voilà, on est jeudi en début d'après-midi, on n'a pas le... Voilà, la vraie question, c'est est-ce qu'il annonce des choses ce soir ou est-ce qu'il annonce qu'il y aura des annonces de choses plus tard. Voilà. On n'en sait rien. Nous ne savons pas, on verra. Et puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, on va parler de son ministre Olivier Véran, qui, dans cette même émission de LCI, a eu un mot assez intéressant, une séquence assez drôle, sur les super contaminateurs, ces personnes qui diffusent énormément le virus autour d'elles, évidemment involontairement, voilà, c'est un peu un mystère de la science, et vous allez voir, ces propos sont assez amusants. Quand vous dites un super contaminateur, c'est... On trouve un autre nom que ça. Je sais que c'est le nom qui est acquis, mais je trouve que c'est très stigmatisant pour quelqu'un. Enfin, il faut qu'on trouve un autre nom. Voilà. Mais le concept est là, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui ont une plus... C'est pas amusant, c'est consternant. C'est consternant. Parce qu'en face d'une réalité épidémiologique, au lieu de vouloir la traiter, de trouver les moyens de traiter, d'aider les gens qui sont en première ligne à traiter, lui, il dit il faut changer de mots, il faut changer de vocabulaire. Et ça résume parfaitement l'action des gens du gouvernement, l'action de Macron. On parle, on se montre, mais on ne traite pas au fond les choses. On est dans le déni du réel, là encore. Et alors, peut-être que c'est un déni du réel aussi, on va voir, mais Olivier Véran s'est également exprimé sur la poursuite de l'accueil des enfants dans l'éducation nationale. Si les écoles sont ouvertes, c'est parce que mettre les enfants à l'école n'est pas dangereux pour les enfants. Il n'y a pas de crainte concernant des formes graves chez les enfants. Les enfants peuvent être contaminés par le coronavirus.
ils peuvent être vecteurs, c'est-à-dire ils peuvent transmettre le virus, et la plupart du temps, ils sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Ils racontent n'importe quoi. Car effectivement, il n'y a pas de danger pour les enfants, puisque l'essentiel des enfants, ils ne développent pas la maladie, mais ils contaminent tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'une des mesures qui peut apparaître la plus pertinente si l'épidémie se développe, c'est précisément de confiner les enfants, puisque ce sont eux les transporteurs. Oui, ils se contaminent entre eux énormément, ils contaminent leurs parents, et puis il n'y a pas de raison de faire attention, puisqu'on ne sait pas lesquels sont contaminés, lesquels ne sont pas contaminés. Donc là aussi, c'est de... Et puis il y a des adultes à l'école, il y a des enseignants, il y a du personnel, etc. Donc c'est quand même une grande légèreté, quoi. C'est un choix politique, tout simplement. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un choix politique, c'est pas facile non plus de faire des choix politiques, parce qu'il faut quand même, c'est vrai que la préoccupation de laisser le pays continuer à tourner, c'est aussi une préoccupation normale. Mais il faut arriver au bon équilibre. En tout cas, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Voilà. Et quand on raconte n'importe quoi... Mais un ministre, c'est marrant, les ministres de Macron, ils peuvent raconter n'importe quoi. Là, les médias diront jamais rien. Hein ? Vous imaginez si l'Italie était encore gouvernée par Salvini, qu'est-ce qu'on dirait sur ce qui se passe en Italie ? Imaginez un instant. Alors, justement, il y a une personne qui se permet de critiquer les responsables politiques quand ils parlent de la crise du coronavirus, mais pas les macronistes. Hein, c'est bien sûr des critiques adressées à la droite des responsables politiques. C'est Michel Simès, le médecin et figure médiatique, qui s'en est pris dans un édito sur RTL à Nicolas Dupont-Aignan, également à Marine Le Pen. On l'a entendu, Nicolas Dupont-Aignan s'en prendre au gouvernement au prétexte qu'il aurait livré au personnel soignant des masques inadaptés. Je ne trouve même pas ça minable, je trouve ça irresponsable parce que ça alimente une anxiété contre laquelle toutes les bonnes volontés se battent et se battent d'ailleurs plutôt bien jusqu'à présent. J'aurais pu citer également Marine Le Pen qui pense que les frontières c'est comme une porte ou une fenêtre sur laquelle il suffit de mettre une moustiquaire pour empêcher les virus de passer. Ineptie maintes fois dénoncée par les scientifiques. C'est intéressant cette intervention prétentieuse, arrogante de Michel Simès, parce que qu'est-ce qu'elle vise ? Elle vise à interdire aux hommes politiques d'opposition de critiquer ce que fait ou ce que ne fait pas le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que là, le média se conduit comme le chien de garde du pouvoir. Voilà. C'est ça. Parce que on sait que celui qui critique, il va se faire vertement attaquer. Alors, chers amis spectateurs, si vous voulez être bien informés sur cette affaire de coronavirus, tous les jours, vous avez 10 minutes, une émission de TV Liberté avec Élise Blaise qui fait le point avec les chiffres, les faits. Et ça, c'est beaucoup mieux que tout ce que vous trouveriez partout ailleurs. En tout cas, beaucoup mieux que Michel Simès, ça c'est clair et net. Oui. Non, l'émission est vraiment excellente, elle est très courte, très dictique et très factuelle, très mesurée, c'est vraiment impeccable. Vous pouvez aussi suivre les tweets sur Twitter de Nicolas, qui est très au fait de ces affaires-là. Alors, Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission. Mais vous avez un coup de chapeau aux Grecs qui défendent les frontières de l'Europe. Au peuple grec qui défend les frontières de l'Europe, comme 2500 ans plus tôt, Léonidas et ses 300 Spartiates et ses alliés avaient défendu la Grèce, l'Europe, le monde européen, l'Occident, peut-on dire, face à l'arrivée de l'Orient perse. Les Grecs actuels reprennent cette tradition 2500 ans après la bataille des Thermopyles. C'est bien. Bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.